et à tous d'être venus pour cette présentation. Oui, dans la présentation de ce matin, je vais revenir un petit peu sur tout le processus qui aboutit à la création de ce jeu, la bannière de la liberté. Donc pour rebondir sur ce qu'Arsène était en train de dire sur la notion de héros et de récit avec le jeu de rôle, c'est un peu l'une des complexités de ce média, de ce médium, c'est que les héros sont les joueurs et que le récit c'est les joueurs qui le créent. Donc il faut, enfin vous l'avez vu pour ceux qui étaient là hier soir à la partie, c'est pas toujours évident de mener la partie et d'emmener les joueurs et de les encourager à créer. C'est aussi quelque chose qui s'apprend quelque part. Et en création d'univers, ça vient avec aussi ces challenges et c'est une réflexion un petit peu différente de ce qu'on peut avoir pour, par exemple, écrire un récit narratif plus traditionnel avec un début, un milieu, une fin, des personnages bien définis. On n'est plus sur le jeu de rôle, sur la création d'une boîte à outils, finalement. C'est un peu comme ça que je le vois. On va donner au meneur de jeu et aux joueurs une boîte à outils dans laquelle il va pouvoir piocher pour que, à la table de jeu, une histoire puisse naître et des personnages puissent émerger. Voilà, on va revenir un petit peu sur ça. Donc, hop, voilà. Vous pouvez suivre, il y a un QR code pour ceux qui veulent suivre plus en détail sur leur téléphone, mais vous pouvez voir sur quel slide on est grâce à cet écran. Arsène a déjà fait la présentation. Je m'appelle Julien Pirou. Mon métier dans la vraie vie, c'est d'être directeur créatif dans le jeu vidéo. Voilà, je faisais du level design, de la création de niveaux pour les jeux chez Ubisoft. Progressivement, je suis ensuite passé sur l'équipe justement narrative, histoire, puis direction créative, création d'univers. À côté de ça, voilà, j'écris et j'auto-édite du jeu de rôle. J'ai envie de dire que c'est un peu ma récréation parce que le jeu vidéo, voilà, c'est un monde où on parle de projets avec des gros budgets, avec beaucoup de chefs en cuisine, comme on dit. Donc avoir cet espace où je peux écrire et créer des jeux exactement comme j'ai envie, ça fait du bien. Parce que parfois, au jeu vidéo, on a un peu l'impression de se taper la tête contre les murs. Et à côté de ça, j'ai aussi, été, on va dire, journaliste. C'est pas trop un terme qui me semble totalement approprié. En tout cas, j'ai écrit des émissions et des chroniques sur tout ce qui était culture geek et rétro gaming. Sur donc No Life, comme mentionné, mais aussi dans un magazine qui s'appelait IG Magazine, ainsi que pendant une brève période sur Gamecult avec Alex Pilote, comme on l'a dit, qui est là. Et d'ailleurs cette photo, ouais, c'est une photo prise par Alex pour cette slide, donc comme quoi, voilà, la sérendipité est en action. Donc, pour revenir au début vraiment de la bannière de la liberté, il faut revenir 20 ans en arrière maintenant. Avec en fait un projet purement de fans, le fan en l'occurrence c'était moi, pour un autre jeu, voilà, un jeu qui venait de sortir dans le commerce, qui est sorti en 2004, qui s'appelait Pavillon Noir, un jeu de Renaud Marois. Et donc Pavillon Noir, c'était un jeu de rôle donc où on pouvait jouer des pirates, mais des pirates historiques. C'est un jeu qui est très documenté, qui est très réaliste, ancré dans on va dire la réalité historique des pirates, ou en tout cas ce qu'on considère être la réalité historique des pirates, parce que parfois l'histoire et le mythe se confondent un petit peu autour de figures comme Barbe Noire et consorts. Du coup, voilà, c'était vraiment un jeu très intéressant. Et il se trouve que à côté de ça, moi j'étais encore étudiant à l'époque et j'étais extrêmement fan, je suis toujours extrêmement fan d'un auteur qui s'appelle Leiji Matsumoto. Matsumoto, c'est le créateur de Albator, le corsaire de l'espace, le pirate de l'espace plutôt, de d'autres œuvres mythiques, voilà, du manga et de l'animation japonaise, notamment Galaxy Express 39, Galaxy Express 999. Et à l'époque, voilà, j'étais étudiant. Parmi les projets étudiants multimédia et parmi les projets qu'on avait à faire dans le cursus, il y avait la création d'un site internet. Et je me suis dit, je vais créer un site internet sur l'œuvre de Leiji Matsumoto. Et ce site, du coup, s'appelait Triple 9, et il est toujours là. Il a fêté donc son 20e anniversaire l'année dernière. Et via ce site, qui m'a fait me plonger toujours plus loin dans l'œuvre de Leiji Matsumoto, et Leiji Matsumoto, voilà, il nous a quittés en 2023, mais c'est une œuvre gigantesque. En France, on ne connaît vraiment que la partie émergée de l'iceberg.
Il a fait plus de 500 mangas sur des sujets. Voilà, on connaît Albator, mais il a fait des choses sur la vie des compositeurs célèbres, sur la Seconde Guerre mondiale, des chroniques de Japonais en galère dans les années 60 à Tokyo. Enfin, voilà, c'est une œuvre monstrueuse. Et via ce site où je me suis un peu intéressé à ça, j'ai essayé de faire découvrir ça au public français. Et ben, ça m'a amené en fait à passer un petit peu de l'autre côté de la barrière, à rencontrer Leiji Matsumoto à plusieurs reprises, notamment chez lui au Japon, et à écrire un livre en hommage à sa carrière. C'était censé être un livre pour célébrer ses 70 ans de carrière, et malheureusement, il est décédé. J'ai appris son décès le lendemain. J'ai envoyé le manuscrit du livre à l'éditeur le dimanche soir. Le lundi matin, je me lève, j'apprends que Leiji Matsumoto est décédé. Vraiment, on se dit mince. Donc voilà, grande tristesse à ce niveau-là, mais du coup, on avait un livre en hommage à sa carrière qui a pu sortir peu de temps après. Donc voilà, l'œuvre de Leiji Matsumoto étant quelque chose qui vraiment me tenait à cœur, j'avais eu l'idée à l'époque de faire ce qu'on appelle dans le milieu un hack, donc de prendre les règles de Pavillon Noir et de les adapter pour dire utilisons Pavillon Noir pour jouer dans l'univers d'Albator. Et donc j'avais créé des règles pour ça. Ça c'était un petit livret que j'avais imprimé pour un salon qui n'a pas vécu très longtemps, mais qui s'appelait Game in Paris. Donc ça c'était en 2006. Et donc à l'époque il y avait aussi des artistes issus de la communauté des fans de Leiji Matsumoto qui avaient réalisé des dessins pour ce livret. Et le fait est que certains de ces artistes ont aussi réalisé des illustrations pour la nouvelle version du jeu 20 ans plus tard. Donc voilà, les choses ne se perdent pas. En tout cas, voilà, j'avais cette version sur laquelle j'ai travaillé en 2005-2006, et puis je l'avais après un petit peu oubliée. Elle était vraiment, on va dire, ancrée dans son époque. 17 ans plus tard, donc on est en 2023 maintenant, et Leiji Matsumoto vient de décéder. Et là, il y a des personnes qui me contactent sur Internet et qui me disent en hommage à Matsumoto, on aimerait utiliser la bannière de la liberté, ton jeu amateur d'il y a toutes ces années, pour y jouer sur des salons en convention. Alors je me dis, mince, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là. Et voilà, donc est-ce qu'on peut toujours l'utiliser aujourd'hui? Alors oui, théoriquement oui. Maintenant, il faut les règles de Pavillon Noir. Pavillon Noir, il y a eu une deuxième édition entre-temps. Est-ce que c'est toujours compatible? J'en suis pas complètement sûr. Et puis j'ai commencé à réfléchir parce que entre-temps, j'avais moi lancé mon petit label pour écrire et auto-éditer des jeux de rôle. Donc. J'avais sorti Lore and Legacy, je travaillais à ce moment-là sur Sans Cœur, qui était mon deuxième jeu. Et je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup, tout simplement, de revisiter la bannière de la liberté? Bon, du coup, ça serait pas un jeu officiel dans l'univers de Matsumoto, mais de dire, est-ce qu'on peut réinventer finalement la bannière de la liberté pour en faire un jeu indépendant avec son propre univers? Toujours un petit peu cet ADN que j'aime bien définir comme étant Matsumoto, mais pas trop. Voilà, avec aussi toutes les choses qui, moi, maintenant, me définissent en tant qu'auteur, en tant que créateur, avec 20 ans presque de métier dans le jeu entre-temps. Et donc voilà, je trouvais que c'était un challenge intéressant de reprendre ce flambeau-là et de le réinventer pour être finalement une œuvre vraiment séparée. Ce qui, du coup, voulait dire en fait trois points. Donc voilà, inspiré par Matsumoto, mais pas trop. Avec ses propres règles, ça pouvait pas être les règles de Pavillon Noir. Donc là, heureusement, j'avais mon propre système de jeu que j'avais créé pour Lore and Legacy, qui s'appelle le moteur 3D, que du coup j'ai adapté pour la bannière de la liberté réinventée, et avec du coup son propre univers. Hop. Donc, première chose que j'ai fait, en fait, j'ai eu envie de revenir aux sources d'un personnage comme Albator. Et ça m'a amené vers une romancière un peu oubliée aujourd'hui, Catherine Lucille Moore. Donc, pareil, ceux qui ont joué hier ont vu qu'un des personnages pré-tirés elle s'appelle Lucille Moore, donc c'est un clin d'œil à cette romancière. Et Catherine Lucille Moore, alors à l'époque on l'appelait la grande dame de la fantasy ou la grande dame de la science-fiction. Elle écrivait, elle est contemporaine de gens comme Howard Phillips Lovecraft ou Robert Howard, donc les créateurs de Conan par exemple.
Et c'est une des premières vraiment romancières à s'être vraiment fait un nom en écrivant de la fantasy, de la science-fiction. On lui doit par exemple Jirel de Johari, qui est le premier personnage féminin de fantasy dans les années 30. Et un autre personnage, sa création sans doute la plus célèbre, même si on l'a un peu oublié, on connaît ce personnage par tout ce qu'il a inspiré finalement. C'est un personnage qui s'appelle Northwest Smith. Et Northwest Smith, c'est une sorte de contrebandier, aventurier de l'espace, voilà, un petit peu, on va dire moralement ambigu, mais avec quand même un esprit un peu chevaleresque. Voilà, il ne dit jamais non à une dame en détresse, par exemple, même si en général la dame en question s'avère être un extraterrestre vampirique qui va essayer de le tuer avant la fin de l'histoire. Mais voilà, par principe, Northwest Smith va quand même se porter à son secours. Il a son vaisseau, il baroude à travers l'univers comme ça, et c'est très clairement l'inspiration de personnages qu'on verra plus tard. Han Solo est un descendant quasi direct de Northwest Smith. Han Solo, c'est Northwest Smith placé dans Star Wars. C'est vraiment le même personnage. Ou le personnage, le capitaine Reynolds dans Firefly, est aussi clairement un héritier de cette tradition-là. Voilà, le fait est que Leiji Matsumoto a illustré les aventures de Northwest Smith au début des années 70, quelques années avant de créer le personnage d'Albator. Donc lui aussi a été très clairement inspiré par ce personnage. Donc j'adorerais qu'on ait en France une édition de Northwest Smith avec les illustrations de Matsumoto. Je pense que ça serait vraiment, vraiment super. Donc je suis revenu à cette base-là et à justement toute cette science-fiction des années 30 où qui avait la manière dont les auteurs à l'époque imaginaient le voyage spatial, imaginaient les aventures. En fait, il y avait un côté très western dans l'espace qui était très très présent. Donc j'ai creusé un petit peu cette question-là et je me suis dit pour pas encore une fois dans l'esprit de dire on va pas juste copier Northwest Smith, plutôt que dépeindre un futur tel qu'on l'aurait imaginé dans les années 30, essayer de prendre le contre-pied de ça et de dire c'est les années 30 telles qu'on les a connues, mais elles sont transposées dans le futur. Donc voilà, c'est une manière de faire un peu la démarche inversée par rapport à tout ça. Donc ça a en fait défini un certain nombre de piliers, c'est le terme qu'on emploie dans le jeu vidéo pour dire voilà, les piliers du jeu, c'est ça, là, les piliers de la bannière de la liberté, c'est devenu vraiment un entre-deux-guerres spatiales, ça c'était le premier point. Une technologie rétro-futuriste, où c'est des vaisseaux qui vont dans l'espace mais qui ressemblent quand même vachement à des avions des années 30. Et notre système solaire, voilà, ça c'était un choix aussi. Très souvent les jeux de science-fiction vont avoir... on va aller sur Andromède et puis se battre du côté de Alpha du Centaure. Je me suis dit, en fait, dans le cadre de jeu, ça sera vraiment notre système solaire, parce qu'il est super intéressant. Voilà, on le néglige un petit peu dans l'imaginaire, je trouve, mais on se rend compte que il y a plein de choses très très intéressantes qui se passent autour de notre bonne vieille Terre et de notre bon vieux Soleil. Ça voulait dire aussi un jeu principalement centré sur des humains, avec peu, voire pas de créatures extraterrestres ou extrasolaires. Il y a quand même, une espèce extrasolaire et qui est pour le coup très inspirée de Shamblo, qui est une des aliens justement qui existe dans Northwest Smith, avec cette espèce de version alien de la gorgone méduse des mythes anciens. Yep. Donc voici notre système solaire justement, en tout cas jusqu'à la ceinture de Kuiper. Et on voit que il y a plein de lunes, il y a plein de planètes naines, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce petit coin d'univers. Et dans cette optique de dire on est dans un entre-deux-guerres, une chose qui est devenue assez apparente, c'est que on aurait deux superpuissances en fait qui... il y a une première grande guerre spatiale qui a chamboulé, on va dire, l'équilibre des forces dans le système solaire. En ont émergé deux grosses puissances qui maintenant se préparent à la deuxième manche. Et entre les deux, il y a un certain nombre de planètes qui serrent un petit peu les fesses, comme on dit, et qui sentent que ça va pas forcément très bien se passer pour elles.
Il y a eu cette idée que dans le système interne, on avait donc l'Union solaire qui est très corporatiste. Voilà, les années 30 dans notre monde, c'est aussi justement l'émergence de la corporation, la méga corporation quasiment, avec notamment la montée en puissance aux États-Unis de tout ce qui des constructeurs automobiles, qui un peu du jour au lendemain détiennent un pouvoir immense économiquement et politiquement là-bas. Donc là, voilà, ça c'est vraiment poussé dans l'Union solaire où c'est le gouvernement n'est finalement qu'un pantin aux mains d'un cartel de corporations industrielles qui contrôlent tout. Et à l'autre bout, autour des lunes de Jupiter, en fait, l'idée que comme ce sont des mondes extrêmement hostiles, avec des radiations, avec tout un tas de dangers qui en font des endroits où l'homme ne peut pas survivre en tant que tel, l'être humain s'est mécanisé, s'est cybernétisé pour survivre dans ces conditions, au point de devenir finalement plus si humain, et désormais voilà un empire des machines finalement a émergé autour de ces lunes de Jupiter, avec une envie de transcender l'être humain, un peu de force s'il le faut. Et donc on a ces deux puissances, l'empire jovien autour de Jupiter et l'Union solaire autour plus proche du Soleil avec la Terre, Vénus et Mercure principalement. Et entre les deux, la ceinture d'astéroïdes avec Mars qui la manière dont j'ai décrit Mars, finalement, est très inspirée du Los Angeles, justement, des années 30, c'est-à-dire cette espèce d'oasis entourée de désert, entourée de sable, et qui est un monde d'opportunités où tout le monde vient chercher sa chance, mais en fait, c'est aussi très corrompu, avec énormément de magouilles en sous-main. Mais ça paraît comme une espèce de paradis pour le potentiel, pour la liberté. C'est juste un paradis où on peut tout aussi bien devenir riche ou mourir dans une allée sombre. Voilà, donc ça c'est un côté très film noir, qui est aussi une grosse influence qu'on peut déceler dans la bannière de la liberté. Et ça me permettait de faire aussi des petites plaisanteries du genre, voilà, la ceinture d'astéroïdes, c'est le rideau de pierre, comme on a eu le rideau de fer. Avec d'un côté les deux blocs de part et d'autre. Donc, dans ce contexte-là, j'avais toujours le principe, c'est toujours de faire quand même un jeu sur des pirates de l'espace. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui, dans un cadre d'entre-deux-guerres, années 30, qu'est-ce qui nous rapprocherait finalement des pirates. Il y a un autre jeu très très bon sur le thème des pirates de l'espace, un autre jeu qui s'appelle Metal Adventure. Et dans Metal Adventure, l'auteur, Arnaud Cuidet, lui a vraiment dit ça va être les Caraïbes transposés dans l'espace. Avec les pirates ont une planète qui s'appelle Havana, et voilà, c'est vraiment presque des bateaux à voile qui s'affrontent. Donc, moi, vu que c'était pas du tout l'approche que j'avais là, je me suis dit donc, ça va justement pas être les Caraïbes dans l'espace. Une chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est les tigres volants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les tigres volants. C'était un escadron de pilotes volontaires américains qui sont partis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont partis en Chine pour se battre aux côtés des Chinois contre les Japonais. Et donc c'était voilà une espèce d'escadron un peu libre, freelance, qui comme ça se battait. Alors moi je le connaissais surtout, j'avoue, par le film. Il y a un film avec John Wayne qui est vraiment un film de son époque, hein, c'est très bannière étoilée tout ça. Et dans ce film, en fait, les tigres volants le film se passe avant le début de la guerre, enfin avant l'entrée des Américains dans la guerre, avec les tigres volants qui sont ces courageux pilotes qui vont se battre entre guillemets contre l'autorité, mais parce qu'il faut défendre les Chinois contre les méchants Japonais. Et le film se termine avec il y a eu l'attaque sur Pearl Harbor, donc d'un seul coup l'armée américaine les appelle en disant vous aviez raison, maintenant on va affronter officiellement les Japonais, venez vous battre avec nous. Donc pendant longtemps, moi je pensais que c'était ça l'histoire, parce que voilà, c'est tout ce que je connaissais des tigres volants. En creusant un petit peu plus la vraie histoire, je me suis rendu compte qu'en fait non, le film raconte n'importe quoi. Les tigres volants, l'unité a été créée après Pearl Harbor, donc tout ce discours de voilà, ils vont aller s'engager pour se battre pour la liberté, tout ça, alors que entre guillemets l'Amérique n'est pas encore officiellement en guerre, tout ça. En fait, ça c'est du pipeau, c'est Hollywood.
Mais voilà, c'est quand même un peu l'image moi, que j'ai gardée sur ce côté. Les pirates, ce sont des équipages qui, comme ça, décident de se battre pour Mars, contre l'Union solaire, contre l'Empire jovien, même s'ils ne sont pas officiellement une armée. Ils considèrent juste que voilà, il faut se battre pour la liberté et peu importe si ça fait de nous entre guillemets des hors-la-loi, on va se battre quand même. Hop. Donc voilà. Et à partir de là, eh bien, l'esthétique, on va dire, elle était claire, c'était les aviateurs de l'espace. Donc, pour un petit peu creuser ça et chercher de l'inspiration, là, je suis allé voir justement des choses sur les aviateurs, donc des livres. Il y a une série depuis Master of the Air qui parle justement des bombardiers américains pendant la Seconde Guerre mondiale qui étaient basés en Angleterre. Wing and a Prayer, pareil, qui est sorti en français bien longtemps après sa publication américaine. En français, il est sorti sous le titre 100%. Donc, ce sont les mémoires de Harry H. Crosby, qui est un des aviateurs qu'on voit dans Master of the Air. La série télé Master of the Air, d'ailleurs, en fait, est une adaptation de ces deux livres, pas juste de celui-ci, ils prennent dans les deux. Donc, c'était très intéressant, parce que là, entre guillemets, on avait la théorie sur l'histoire de ces aviateurs, et là, on avait finalement le journal de bord d'un de ces aviateurs au quotidien qui raconte un petit peu ses expériences. Donc encore, mon approche sur la question de l'inspiration, c'est de dire que l'idée, c'était pas de reprendre des choses directement de ces livres, c'est plus de chercher une espèce de couleur, une espèce de ton qui, voilà, allait permettre de donner un peu corps à cet univers. Je précise ça parce que, par exemple, sur mon premier jeu, Lore and Legacy, où j'avais dit, voilà, une inspiration, c'est par exemple Mobius, Casa, les dessinateurs de cette époque Métal Hurlant, et j'ai eu des gens qui me disent, bah oui, mais moi je trouve pas Mobius dans ton jeu. Enfin, en gros, ils s'attendaient à ce que les personnages de Mobius soient directement dans le jeu. Alors non, c'est pas ça que c'est de l'inspiration, pas adaptation. Du coup, j'ai aussi regardé pas mal de films de différentes époques. Donc voilà, des films que je vous invite à découvrir ou redécouvrir si vous les avez jamais vus. Donc Aero to China, par exemple, qui est un gentil film d'aventure qui essaye d'être Indiana Jones sans avoir le budget, mais sur voilà c'est un peu l'African Queen, mais avec des biplans, qui est un aviateur bourru et une riche héritière qui partent dans un biplan pour aller à l'autre bout du monde et qui voilà traversent comme ça le continent. Enfin, ils partent de Turquie, je crois, et ils arrivent pour aller jusqu'en Chine. Quand ils arrivent en Chine, on voit un château yougoslave avec une pagode au-dessus pour faire genre c'est la Chine. Mais le film est quand même amusant. C'est un film d'aventure des années 80 assez plaisant. The Dam Busters, les briseurs de barrages, super film sur justement les aviateurs qui sont allés détruire les barrages sur la vallée de la Ruhr pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le développement de bombes qui rebondissaient sur l'eau pour aller ensuite frapper la base des barrages. C'est assez incroyable. Et c'est une des grosses inspirations de George Lucas pour l'assaut sur l'étoile de la mort à la fin de Star Wars. Et d'ailleurs, pendant le montage de Star Wars, quand les effets spéciaux étaient pas finis, en fait, Lucas utilisait des scènes de ce film pour montrer aux gens des effets spéciaux le type de visuel qu'il voulait. Spitfire, qui est un film aussi très intéressant sur la création du Spitfire, étonnamment. Voilà, avec David Niven qui fait un pilote d'essai particulièrement truculent, qui voilà, est un excellent personnage. Et plus récemment, Memphis Belle, voilà, qui est aussi un film sur un escadron de bombardiers américains et qui, voilà, à l'époque, ils devaient faire, je crois, 25 missions, et s'ils arrivaient à survivre à 25 missions, ils étaient renvoyés au bercail, donc c'est l'histoire du soi-disant premier avion à avoir accompli les 25 missions, avec un cast un peu 3 étoiles ou 5 étoiles pour l'époque. Voilà, on trouve un peu toutes les stars montantes qui jouent ces jeunes aviateurs. Film du début des années 90. Ça, c'est des choses que j'ai regardées. Et aussi lu beaucoup de livres, encore une fois, dans cette idée de trouver des inspirations. Un sujet qui m'a toujours fasciné, et donc là, c'était un peu l'occasion de se plonger dedans de manière plus
plus profonde, c'est les prototypes et les concepts, voilà, les concept planes comme on dit, c'est-à-dire tous ces projets dans les années 30 jusque dans les années 40, avec la guerre qui se préparait et ensuite qui bien sûr battait son plein, tous les pays essayaient d'avoir l'idée technologique, le concept, l'appareil qui allait changer la donne et révolutionner. Voilà. On connaît beaucoup les fameux Wunderwaffen de l'Allemagne, voilà, où ils avaient plein d'idées un peu saugrenues, des ailes volantes, des espèces d'ovnis, qui ont enflammé beaucoup l'imagination de pas mal d'auteurs. Mais voilà, les Allemands n'étaient pas les seuls à avoir des prototypes. Les Anglais aussi, les Américains bien sûr, les Japonais, même les Français. Enfin, les Français c'était plutôt après la guerre pour le coup. Mais en tout cas, voilà, plein de choses qui ont existé sur le papier et qui parfois on voit le dessin. En fait, comment ils ont pu même imaginer que ce truc-là allait voler. Même moi qui connais rien à l'aviation, je peux le voir sur le dessin, mais je pense qu'à l'époque c'était surtout vendre à l'état-major des idées pour les faire rêver, pour avoir du budget, pour ensuite faire des avions qui eux allaient voler. Mais en tout cas, il y a toute une collection de bouquins qui s'appelle Secret Projects. C'était un éditeur qui s'appelait Midland, je crois. Maintenant, c'est chez Crécy Publishing. Et voilà, c'est une collection absolument passionnante où ils ont collecté justement tous ces croquis, tous ces concepts qui n'ont jamais vu le jour. Et voilà, un concept d'avion qui n'a jamais volé, n'a jamais vu le jour, est une excellente inspiration pour un vaisseau spatial dans un monde qui se moque un petit peu de la vraisemblance de la chose. Je vais aussi aller regarder des choses sur ce qu'on appelle les speedbirds, donc les hydravions de course. Il y avait dans les années 20 une course qu'on appelait le Schneider Trophy. Par exemple, le concepteur du Spitfire s'est d'abord fait connaître en concevant des hydravions de course qui ont gagné le Schneider Trophy. Voilà, là encore il y a toute une esthétique. Voilà, si vous connaissez Porco Rosso, film de Hayao Miyazaki, l'hydravion de Porco est en fait un mélange de deux designs d'hydravion du Schneider Trophy en fait, mélangé, un Machi et un Savoia. Voilà, Miyazaki il a fait son espèce de mix des deux. Donc voilà, et puis aussi voilà, de manière plus pragmatique, j'avais réussi à dégoter d'occasion un très très gros bouquin, un pavé en fait qui liste tous les avions de guerre de la Première et Deuxième Guerre mondiale, avec à chaque fois la fiche technique, en quoi cet avion était bon, en quoi cet avion était pas bon, et des anecdotes sur voilà, il est utilisé dans telle ou telle bataille. Et ça aussi c'est du matériau, on va dire, pour l'imagination qui est assez fort, puisque par exemple il y a un avion français, je crois que c'est le MS-406, Morane-Saulnier, qui a la réputation parce que en fait, il a un peu servi à rien quand malheureusement la France est entrée en guerre et la capitulation ensuite. Du coup, il avait la réputation d'être un avion raté, un avion voilà. L'armée française, l'armée de l'air avait investi pour fabriquer cet avion et finalement, voilà, les Focke-Wulf allemands sont arrivés et puis le pauvre MS-406 n'a rien pu faire. Et en fait, ce livre, par exemple, le rachète un petit peu en disant, en fait, c'était un excellent avion. Enfin, un excellent avion. C'était quand même un veau à piloter, mais en termes de performance, il était quand même pas si mauvais. C'est juste que c'était un avion qui était conçu pour la défense de sites et de manière incompréhensible, l'armée de l'air a essayé de l'utiliser pour faire de l'interception et de la chasse, où il était complètement, pour le coup, dépassé par les avions allemands. Et donc, voilà, il disait, dans les quelques exemples où il a été utilisé comme il aurait dû, il a très bien fonctionné. C'est juste qu'il n'a pas été utilisé comme il aurait dû. Et ça, ça fait une petite anecdote qu'on peut reprendre pour un type de vaisseau en disant « Ah, ce vaisseau, voilà, dans la Grande Guerre spatiale, il a eu telle ou telle histoire. » En fait, c'est inspiré du coup d'un vrai avion. Et autre chose que j'ai regardé, c'est toute la tradition, on va dire, du pulp d'aviation. C'est un genre qui a été extrêmement populaire à une époque. Voilà, dans les années, on va dire des années 20 aux années 50, il y a eu toute une série d'ouvrages, de magazines qui étaient les exploits héroïques de pilotes dans des cadres exotiques.
Et ça aussi, voilà, ça a beaucoup contribué à donner à l'univers de la bannière de la liberté cette espèce de couleur qui rappelle les aviateurs. L'aviation n'est plus aussi un sujet aussi porteur, aussi populaire aujourd'hui qu'il a pu l'être à l'époque, mais néanmoins, on peut voir qu'en France, on a par exemple les éditions Paquet qui font de la bande dessinée et qui se sont vraiment spécialisés dans la BD d'aviation avec des auteurs comme Romain Hugo qui, d'une certaine manière, sont les héritiers de ces pulps et continuent de faire vivre ce genre et ont a priori toujours un public qui aime les histoires de pilotes et d'aventures en avion. Voilà. Et là, bon, la slide suivante, c'est une petite blague, mais pousser le vis, ça allait ensuite faire un vol en biplan avec faire des loopings et tout. Mais non, ça c'est juste une rigole. Ça c'est juste quelque chose que je me suis offert pour mes 40 ans. Ça n'a rien à voir avec la bannière de la liberté. Voilà. La recherche a quand même ses limites. Un autre point très important qui a, on va dire, défini l'univers du jeu, c'est ce qu'on appelle le dieselpunk. Alors, qu'est-ce que le dieselpunk ? Vous connaissez, je pense, le terme steampunk. C'est comme quelque chose qui est assez utilisé désormais. Donc, le steampunk, c'est l'idée de dire c'est de la science-fiction à vapeur. C'est si on prenait les écrits de H.G. Wells, de Jules Verne, et qu'on continuait d'imaginer des mondes comme ça où on va avoir des machines à vapeur fantastiques qui font des choses. Et le dieselpunk, c'est le même principe, mais pour les machines diesel. Donc, le dieselpunk, c'est le steampunk pour la période allant de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, pour faire tout à fait simple. Et donc, évidemment, là, on était en plein dedans. Celui qui a vraiment codifié le dieselpunk, c'est un artiste qui signe sous le nom Stéphane, et qui a, depuis 40 ans, travaille, il fait plasticien, photomontage, plein de choses. Et il a vraiment créé tout un univers autour de cette idée les années 30 ne se sont jamais terminées quelque part, et on va avoir du voyage dans l'espace, mais avec cette esthétique rétro. Il a travaillé sur deux très beaux artbooks, un qui est vraiment sur son univers, qui s'appelle Diesel City. La couverture est très moche, personnellement, je trouve, mais l'intérieur du livre est vraiment super. Donc celui-là est sorti en France, et un autre qui est plus une collection, on va dire, dont il est le commissaire, c'est un livre qui s'appelle juste Dieselpunk et qui est un regard sur tous les artistes qui sont dans ce genre un peu particulier, et donc aussi plein de très belles sources d'inspiration. Le Dieselpunk a aussi une existence au cinéma. On va avoir des films comme The Rocketeer, un film que j'aime beaucoup, où donc on a à l'aube de la Seconde Guerre mondiale un fringant héros avec un jetpack qui affronte des nazis. On va avoir Captain Sky qui là pour le coup c'est très esthétique. Là on est vraiment dans visuellement quelque chose de très proche du travail de Stéphane justement, avec un pilote, des robots, des machines infernales, des dinosaures, enfin la totale. Et j'ai envie de classer dans le dieselpunk au cinéma un film comme Blade Runner, qui souvent est plutôt rattaché à un autre genre avec punk dans le titre, qui est le cyberpunk. Mais en fait, Blade Runner est sorti avant que le cyberpunk existe en tant que genre littéraire, en tout cas avant qu'il soit identifié comme tel. Et si on regarde l'esthétique de Blade Runner, les machines, le niveau de technologie, l'ambiance très film noir, on est quand même un petit peu dans les années 30-40 transposé dans le futur, quoi. Donc pour moi, Blade Runner, esthétiquement parlant, il annonce le cyberpunk, mais il est plus dans le dieselpunk. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse, mais pour moi, je n'avais pas besoin de l'avis de qui que ce soit d'autre. Le dieselpunk, c'est aussi un genre qui, visuellement, on retrouve beaucoup dans l'animation japonaise. Et on va avoir Metropolis, qui évidemment est lui-même inspiré du film de Fritz Lang, mais qui pousse encore plus loin cette idée d'un futur rétro. Un film comme Les ailes données à Mise, qui est un travail de world building incroyable, puisqu'ils ont créé toute une culture avec une technologie, avec des traditions totalement fictionnelles, mais qui paraît extrêmement réel, parce que le travail de création d'univers sur ce film est juste hallucinant.
Hayao Miyazaki, dont c'était tout à l'heure pour Porco Rosso, c'est aussi, voilà, beaucoup de ses œuvres ont une touche de dieselpunk, lui-même ayant une fascination pour les avions, et notamment les avions de la Seconde Guerre mondiale. C'est des choses qu'on va retrouver sous une forme ou une autre dans beaucoup de ses films. Et enfin, le jeu vidéo, voilà, c'est mon cœur de métier. Et le jeu vidéo a aussi souvent eu ce mélange un petit peu esthétique. Voilà, un univers comme Crimson Skies, où là pour le coup on est vraiment très proche de la bannière de la liberté dans l'idée où c'est des pirates du ciel avec des avions un peu fantasques. Eux pour le coup ça se passe vraiment à la fin des années 20. Et en pure science-fiction, The Outer Worlds, qui aussi a cette esthétique à la fois futuriste et rétro, ou un jeu comme BioShock, qui est également croisé de plein d'influences comme ça, et qui va dans le film noir, mais avec une cité art déco, mais qui est sous-marine, avec des choses comme ça. Donc voilà, donc tout ça, ça a servi à infusé lors de l'écriture du jeu. Donc on est vraiment sur un jeu qui est à la croisée des influences. Ces influences elles sont revendiquées. Dans mes jeux en général, dès l'introduction, il y a un petit paragraphe où je dis voilà les choses dont je me suis inspiré, des choses que j'ai lues, voilà d'où tout ça vient. J'ai eu la chance, on va dire, de travailler avec des illustrateurs qui ont tout de suite compris vers quoi j'allais, notamment Jakub Kuzma, que je connais depuis assez longtemps. J'ai travaillé avec lui, c'est un directeur artistique dans le jeu vidéo. J'ai travaillé avec lui sur 2 projets qui ont été annulés. Voilà, j'ai enfin eu l'occasion de travailler avec lui sur un projet qui allait au bout, mais du coup c'était le mien. Et lui aussi est un passionné d'aviation et d'avions notamment des années 30-40. Donc quand je lui ai commencé à lui décrire l'univers, il m'a dit ne bouge pas, je sais exactement ce qu'il te faut. Et donc dans le livre de règles, c'est lui qui a conçu la plupart des vaisseaux et autres chasseurs qui sont complètement anachroniques, puisque voilà, c'est un mélange d'avions. Lui, il travaille beaucoup en photobashing. Et voilà, c'est des mélanges d'éléments qui viennent de modèles d'avions différents, avec une touche futuriste. Donc voilà, on est tout à fait dans le ton, pour le coup. Vraiment exactement le type d'ambiance, le type de style visuel que je recherchais pour ces vaisseaux. J'ai aussi une autre ancienne collègue du jeu vidéo que j'ai pu mettre à contribution pour ce projet, Jamie Moravec, qui a réalisé des intérieurs de vaisseaux, justement, avec ce côté un peu inspiré des intérieurs de sous-marins, d'une certaine manière. Mais ça a permis un petit peu de sortir du côté finalement un peu Star Wars vers lequel on peut tendre, ou Star Trek avec la passerelle très propre et le fauteuil du capitaine et tout, et de se dire non, à l'intérieur d'un vaisseau de la Bannière de la Liberté, on a l'impression d'être un peu dans la chaudière, quoi. Il y a ce côté, on est dans les entrailles de la machine, quoi. J'ai aussi pu travailler avec un artiste qui s'appelle Artyom Trakhanov, donc qui est un artiste russe en exil, qui est parti de Russie il y a quelques années parce qu'il était un petit peu trop en désaccord avec le régime en place, on va dire ça comme ça, et qui a pu réaliser comme ça des têtes de chapitre avec cette inspiration. Alors il a son style très particulier. Mais du coup, essayer de se rapprocher avec des choses assez anguleuses qui vont rappeler le futurisme, l'art déco et des choses comme ça. Voilà. Et enfin un autre travail qui a été assez long, où j'ai aussi une amie graphiste, Inès de Carvalho, qui a travaillé là-dessus. C'était de concevoir les logos des différentes corporations de l'univers de la Bannière de la Liberté. Et voilà quelques-uns, et donc de regarder les logos justement des constructeurs automobiles, des grosses entreprises de cette époque. Et pour l'anecdote, je pense que ça reflète assez bien la manière dont moi je travaille quand il s'agit comme ça de trouver des noms pour les choses. Les noms, toutes les corporations, ou presque, on va dire 95% des corporations mentionnées dans la Bannière de la Liberté,
leur nom en fait repart du nom d'un moteur d'avion des années 30. Donc voilà, le Buccaneer c'est un moteur d'avion, le Monarch c'est un moteur d'avion, le Zeta c'est un moteur d'avion, mais évidemment voilà, si le Antares c'est un moteur d'avion. Donc tout ça, ce sont des clins d'œil, mais qui moi, me servent un peu de tremplin. Je pars de ça et hop, oh, ce nom m'inspire, tac, et à partir de là, une faction, une corporation naît dans cet univers. Et à partir de là, voilà, le style du jeu, des vaisseaux étant défini, on a pu travailler sur la couverture du livre. Donc là, c'est un artiste qui s'appelle Benjamin Carré qui l'a réalisé. Lui aussi que je connaissais depuis longtemps via les forums de fans d'Albator, mais qui a une longue carrière d'illustrateur de couverture, notamment pour Folio SF, sur de livres de science-fiction. Donc c'était enfin l'occasion de travailler ensemble sur un projet et donc de réaliser la couverture du jeu. Donc encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir à chaque fois des artistes où quand je leur pitchais le projet, ils comprenaient exactement ce que j'avais en tête, ce qui est quand même assez appréciable. Voilà. Et donc pour revenir un petit peu sur le thème quand même de l'événement, hein, qui est les héros, parce qu'après tout c'est quand même ça. Même si dans un jeu de rôle, ce sont les joueurs qui vont, par leur interprétation, par la création de leur personnage, définir ce que sont les héros, en général on a quand même ce qu'on va appeler les pré-tirés, donc ce sont les personnages par exemple qui ont été joués hier soir. Et les personnages pré-tirés, moi je les appelle les têtes d'affiche parce que finalement c'est ceux qu'on va souvent retrouver sur les illustrations, sur un certain nombre de choses. Et donc, il a fallu définir un petit peu qui étaient ces joyeux drilles qu'on allait retrouver dès le livret de découverte, qui est la première chose que j'ai publiée en 2023 pour la bannière de la liberté. Il fallait des personnages qui allaient devenir un peu emblématiques après sur le reste de la gamme. Donc là, j'ai travaillé avec un illustrateur canadien qui s'appelle Anthony Cournoyer, qui avait déjà fait des illustrations pour mon précédent jeu Lorraine Legacy. Et donc, encore une fois, voilà, il est parti de mon briefing et on a défini comme ça un cast de personnages. Avec notamment un équipage de pirates a besoin d'un capitaine, ou en l'occurrence d'une capitaine, et donc le personnage de Kara Rosenberg, la capitaine du navire Arges, s'est imposé assez vite. Moi, chez Leiji Matsumoto, par exemple, plus que Albator, mon personnage favori, c'est un peu son contrepoint féminin qui s'appelle Emeraldas. Donc pour moi, c'était assez sûr que ça allait être une femme pirate, le personnage emblématique de la bannière de la liberté. Mais du coup, qui soit plus une sorte d'aviatrice de l'espace, donc d'où le manteau et un certain nombre d'éléments de son design. Et donc voilà, ça c'est les premiers croquis. Et alors c'est très drôle parce que beaucoup de gens remarquent que le personnage du mécanicien, donc Suero Zambrano, pour la petite anecdote, voilà, il a un nom qui vient de l'Équateur, parce que dans l'univers de la bannière de la liberté, c'est en Équateur que se trouve le premier ascenseur orbital de la Terre, et donc la capitale, on va dire, de la Terre est située en Équateur, et donc beaucoup de personnages en fait ont des noms qui viennent de cette région. Et donc voilà, Suero Zambrano est un nom assez cliché, on va dire, de cette zone géographique. Et au début, voilà, il avait l'air un peu comme ça, on va dire cliché du mécanicien, mais il ressemblait pas forcément à un personnage connu. C'est lors de la finalisation où il a finalement ressemblé beaucoup à un des personnages qu'on trouve dans l'équipage d'Albator. Il y a aussi des gens qui trouvaient qu'il ressemblait beaucoup à un personnage d'Atlantide de Disney. Voilà, pas forcément quelque chose que j'avais en tête non plus, mais la taupe, ouais. Quelque part entre les deux. Mais du coup, si on regarde le croquis d'origine, il avait une barbe, il était un petit peu différent. Et puis finalement, par le truchement de la finalisation du dessin, il s'est retrouvé quelque part plus dans le clin d'œil à
Yataran, qui est donc le lieutenant d'Albator, qui est comme ça, un petit à lunettes avec un bandana. Et donc, voilà, Lucille Moore, qui est donc nommée en hommage à Catherine Lucille Moore, et tous ces personnages. On peut voir les cyborgs avec leurs espèces de couronnes, donc ça, c'est aussi un clin d'œil visuel à Metropolis de Fritz Lang et aux robots dans Metropolis. Voilà, et donc les extrasolaires qui sont des sortes de gorgones méduses de l'espace, et qui sont un clin d'œil justement à Chamblot de Catherine Lucille Moore, justement, où on trouve une extraterrestre qui a ce type d'apparence. Les extrasolaires de la bannière de la liberté sont plus sympas que Chamblot, parce que Chamblot, elle tue les gens à la fin. Le cyborg ressemble aussi beaucoup au vieux Cyberman de Doctor Who. C'est vrai, et surtout les brigades de l'Empire Jovien, du coup, ont un côté très Cyberman. Hein, donc, à l'époque du livret de découverte, c'était Anthony qui avait aussi réalisé la couverture. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu les croquis. Au début, il y avait une tagline, voilà, aventure extraordinaire sur la mer d'étoiles. C'était un peu long, ça prenait un peu de place. Donc, à la fin, c'est juste devenu livret de découverte. Mais voilà, le travail qui a été effectué à partir du premier croquis jusqu'à la version finale. Et voilà, on arrive au bout du coup de la partie, en tout cas la partie avec des slides. Et bien maintenant, voilà, si vous avez des questions, des choses que vous voulez discuter, échanger, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Merci. Moi j'ai une question parce qu'hier c'était mon premier jeu de rôle. Merci. T'as beaucoup parlé, et c'est une question de naïf, mais t'as beaucoup parlé d'esthétique et je trouve ça vraiment intéressant. Mais finalement j'ai l'impression, en tant que béotien du jeu de rôle, que c'est une pratique qui se passe beaucoup par la parole. Parce que tu étais là, et nous étions derrière la table avec un crayon de bois. Et comment, finalement, on fait pour transmettre cette esthétique? Parce que là, tu l'as très bien fait. Mais hier, finalement, il fallait entrer dans l'action très vite. Et donc, j'imagine que c'est un enjeu du jeu de rôle de transmettre une esthétique par la parole. Alors, comment on fait? Alors je pense déjà c'est plus simple, on va dire, dans une partie traditionnelle où on n'est pas, on peut prendre son temps, on sait que voilà on va être là pour 3 ou 4 heures. Là pour le meneur de jeu c'est plus confortable d'installer les choses. En général, en plus les joueurs ont créé leur propre personnage, ce qui veut dire qu'ils ont lu au moins le livret de découverte ou le livre de règles et ont pu déjà un peu s'imprégner de l'ambiance particulière du jeu. C'est un exercice vraiment compliqué de comme ça faire découvrir en 1h30, 2 heures un univers. Effectivement, je me rends compte que sur la bannière de la liberté en particulier, c'est sûrement de mes 3 jeux, puisque du coup c'est le 3e, le plus compliqué à faire découvrir comme ça sur un laps de temps très court. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses, en fait, entre les pirates, les batailles spatiales, l'univers particulier, les enjeux, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, tout ça. Là où mes autres jeux étant plus sur oh, il y a des ruines, on va aller les explorer, et hop, à l'aventure. Donc, c'est vrai que c'est un challenge. Je pense que beaucoup de choses passent par par exemple, dans le livret de découverte de la bannière de la liberté, il y a une aventure d'introduction. Je sais que Aurore l'a fait jouer tu disais quoi, 3 soirées, c'est ça? 3 soirées, oui. Voilà. Et dans cette aventure, en l'écrivant, j'ai essayé de faire en sorte que ça introduise un certain nombre de concepts du jeu et de son ambiance progressivement. Mais il faut pouvoir s'étaler un peu dans le temps pour pouvoir mettre tout ça. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi hier, avec le recul, je ferai pas forcément la même chose, de se dire, chose facile à comprendre, entre guillemets, une bataille spatiale, on va commencer in media res, directement dans cette bataille spatiale. Voilà. Avec le recul, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, mais sur le coup, ça me semblait intéressant de tenter ça. Mais du coup, voilà, c'est vrai que trouver la porte d'entrée, trouver un moyen d'introduire les choses progressivement et de vraiment installer l'ambiance pour que les joueurs puissent vraiment se l'imprégner, ça va passer
part idéalement que les joueurs aient pu un peu lire les choses avant, ou au moins une partie. Je pense aussi beaucoup, l'une des raisons pour lesquelles la plupart des jeux de rôle ont beaucoup d'illustrations, c'est parce qu'en fait ça aide beaucoup le meneur de jeu de dire et voilà à quoi ça ressemble. Et parce que effectivement le visuel parfois est tellement plus clair pour transmettre l'idée que ne pourrait l'être une description. Donc voilà, c'est effectivement un enjeu où il n'y a pas de solution miracle, ou s'il y en a une, je ne l'ai pas encore trouvée malgré mes presque 20 ans de jeu de rôle. Voilà. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile? Quelle partie t'a paru le plus difficile dans la construction Je dirais pas, rien n'a été particulièrement difficile, par contre ça a été long. C'est ça où je me suis rendu compte que par rapport, encore une fois, sur Lore and Legacy, qui est un univers de science fantasy, donc c'est une planète, il y a des créatures étranges, entre guillemets, ça pouvait être tout et n'importe quoi, il y a de la magie. Voilà. Là, vu que c'était un univers quand même qui essayait de s'inscrire dans une certaine esthétique, une certaine ambiance, une certaine époque, même si transposé dans le futur, du coup, c'est sûrement le jeu où j'ai dû faire le plus de recherches en amont. Et donc ça, c'est tout un... il faut prendre le temps en fait de le faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le livret de découverte, que pour le coup j'avais écrit assez vite parce qu'il est assez simple, il donne vraiment qu'un petit aperçu de l'univers. J'avais quand même une idée déjà à ce moment-là de ce que je voulais faire, mais sans rentrer dans le détail. J'ai pu l'écrire en, je sais pas combien de temps ça m'a pris, peut-être 3 mois. Le livre de règles complet, il a fallu 2 ans derrière pour l'écrire. Alors pas à temps complet, hein, de temps en temps, mais entrecoupé de longues périodes de. Alors aujourd'hui, je vais lire 3 livres sur ce sujet pour essayer de creuser un petit peu là où je veux emmener cet univers. Donc voilà, rien n'est. Je pense que c'est plus facile, en tout cas pour moi, d'écrire un jeu de rôle que par exemple d'écrire de la fiction. Écrire de la fiction, trouver des voix pour les personnages, comment justement décrire les choses, l'action, tout ça, je transpire un peu quand je le fais. Sur un jeu de rôle, vu qu'on est plus encore une fois sur l'idée c'est une boîte à outils, on décrit des choses avec un peu cette optique de ensuite les joueurs, le meneur de jeu va pouvoir piocher dedans, s'en servir. Il n'y a pas de difficulté d'écriture particulière, c'est juste du temps. J'ai une question pas du tout claire pour moi. Ça va être un peu obscur. Mais tu disais au début, le joueur invente l'histoire finalement. Ça c'est assez passionnant comme position. Mais alors dans les personnages que tu installes, que tu distribues comme ça, quelles sont les limites? C'est-à-dire, je choisis un personnage, dans quelle mesure en tant que joueur je peux le faire changer, enfin le transformer lui-même. Je pense à des personnages, par exemple, des romans de Jane Austen ou d'Henry James, où on lit le livre au début, on a l'impression que c'est une pure crapule, et puis plus le roman avance, et en fait, non, c'est pas du tout une crapule, c'est presque le contraire. Comment est-ce que dans un jeu comme ça, on peut arriver à un changement dans un personnage? C'est quelque chose qu'on remarque assez vite en fait, en particulier sur les personnages pré-tirés. Donc les personnages pré-tirés, ce sont ces personnages qui sont déjà conçus. L'étape de conception du personnage dans le jeu de rôle, elle obéit quand même à des règles. On peut pas faire un personnage qui est bon dans tout, hein, par exemple, ça serait pas très drôle. Donc on va devoir faire des choix. Il a tel trait de personnalité, il a telle capacité. Dans ça, il est bon, dans ça, il est pas bon. Voilà. Mais sur les personnages qui sont déjà préconçus, souvent les joueurs vont les utiliser pour les premières parties, pour se mettre un petit peu dans le bain, et assez vite, soit ils vont vouloir les changer, donc on va dire utiliser la base et puis dire ah oui mais moi je le vois plutôt comme ça lui, donc et finalement ça devient un autre personnage, mais l'univers on va dire tel qu'il est décrit cesse d'exister en tant que tel finalement à partir du moment où un meneur de jeu et des joueurs s'en emparent, ça devient leur univers et ça va aller dans des directions qui sont pas forcément celles que moi créateur du jeu j'avais en tête. Et c'est tant mieux. Des fois, je suis très surpris. Les gens me disent ah bah dans notre partie, il s'est passé ça, machin. Et puis finalement, voilà, il y avait des aliens qui étaient pas du tout dans l'univers du jeu. Mais pour eux, à leur table, c'est vers ça qu'ils voulaient aller, emmener l'histoire. Bah, allez-y.
Donc c'est aussi la raison pour laquelle souvent les joueurs, après avoir fait 1 ou 2 parties un peu de découverte, ils vont se dire maintenant je veux créer mon propre personnage. Maintenant que je connais un peu, j'ai un peu compris l'univers et puis comment ça se jouer, bah, j'ai une idée justement, je veux jouer une crapule mais qu'en fait a un cœur d'or et puis au début je vais vraiment la jouer comme une crapule. Souvent le joueur vient voir le meneur de jeu et dit tu penses que c'est ok si vraiment je me comporte comme une crapule dans les premières parties et tout, mais en fait mon personnage il est sympa mais j'ai pas envie que les autres joueurs le savent tout de suite et tout. Et donc là, le meneur de jeu, le sachant en amont, va aussi tendre des perches à ce joueur pour qu'il ait un peu l'opportunité de montrer son cœur d'or quand l'occasion se présente. Et donc c'est ça qui est vraiment passionnant aussi, c'est cette... Il y a des jeux qui ont carrément supprimé la figure du meneur de jeu, en disant toutes les décisions sont prises par les joueurs, en rebondissant sur les idées des uns des autres, et l'univers est créé comme ça au fur et à mesure en fait. Moi j'avoue que je reste plus attaché, mais c'est très subjectif, à l'idée de dire qu'il y a un compteur qui va amener les choses. Mais je pense que c'est aussi une déformation professionnelle parce que du coup c'est mon boulot, donc j'aime bien ce compteur et présenter des univers dans lesquels les gens vont pouvoir jouer. Mais ouais, la manière dont les joueurs vont s'approprier les personnages, la manière dont au fil d'une ce qu'on appelle une campagne, donc c'est-à-dire plein de parties liées entre elles qui finissent par créer une grande histoire. Et comme disait Arsène, c'est une histoire qui peut une campagne. Il y a des gens ça fait 10 ans qu'ils jouent en campagne, qui se retrouvent 1 fois par mois pour ceux qui ont du temps 1 fois par semaine pour jouer et faire avancer l'histoire comme ça de leurs personnages. Et donc oui, ça devient finalement une œuvre à part entière. Avec des surprises. Et souvent, en meneur de jeu, la chose dont je me suis aperçu en tant que meneur de jeu, c'est quand j'ai débuté le jeu de rôle, donc il y a 20 ans maintenant, même non plus, 25 ans, j'avais une histoire en tête, j'avais un scénario très écrit. Il va se passer ça, et puis là il y a un méchant qui fait ça, et puis son plan c'est ça, et là il y aura telle révélation, et là. Et du coup, j'arrivais, je voulais faire jouer ça aux joueurs, et puis le joueur c'est non, moi je vais aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Et c'est pas du tout prévu. Et donc au début, on débute, c'est un peu frustrant. On se dit non, mais c'est plus intéressant ce qu'il y a dans l'autre porte. Tu devrais aller là plutôt. Non, moi je vais aller à droite, pas à gauche. Et donc finalement, à un moment donné, en tout cas pour moi, ça s'est passé comme ça. Je me suis dit en fait, on va arrêter de préparer des scénarios très précis, ça va plutôt être des grandes idées. Alors typiquement, vous êtes poursuivi par des corsaires, que faites-vous? Ça peut marcher plus ou moins bien, c'est le risque, justement, du fait que ça soit pas comme ça très préparé en amont, c'est que des fois on se dit ça n'a pas vraiment marché comme je l'imaginais. Mais derrière, au moins, on va plus jouer avec les joueurs, entre guillemets, rebondir sur ce que eux proposent et parfois finir dans une direction, je ne me serais jamais attendu à ce que ça aille dans cette direction, est-ce que les joueurs fassent ça, et que du coup il y a tel personnage, moi je l'avais noté, c'était un marchand, finalement il s'avère être une ordure de première catégorie, et ça va être le grand méchant de cette histoire, parce que c'est comme ça que les choses se sont goupillées d'elles-mêmes, quelque part, et ça je trouve que c'est vraiment passionnant, et ça fait partie en tout cas de moi du plaisir que je retire en jouant, en étant meneur de jeu. Et je pense le plus beau compliment qu'on m'ait fait après une partie, c'est un joueur qui est venu me voir et qui me dit « Mais comment tu as su qu'on allait faire ça et que tu avais un truc préparé ?» Je lui dis « Mais j'avais rien préparé en fait. Tu m'as dit que vous vouliez faire ça. » Moi je me suis dit « Bon ok, allons-y, on va découvrir ça ensemble ce qui se trouve. » Mais du coup, ça collait tellement bien par rapport à l'histoire qui s'est racontée dans la partie. Il y avait une part de chance certainement aussi, mais qu'à la fin, lui, il avait tout prévu quoi. Ben non, pas du tout. Ouais, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est vrai que c'est ce qui rend le jeu de rôle aussi unique en tant que loisir. Un jeu vidéo, par exemple, j'adore le jeu vidéo, je travaille dans le jeu vidéo, mais le jeu vidéo est tributaire de ce que les programmeurs ont prévu qu'il soit possible de faire dans la partie. Là où le jeu de rôle, l'imagination des joueurs, l'envie des joueurs est la seule limite de la partie. Ça c'est formidable, c'est-à-dire que la potentialité te dépasse. Absolument. Est-ce que tu as joué récemment à ce jeu, mais pas en tant que meneur de jeu? Non, j'ai tout sur la bannière de la liberté, en fait, et de manière générale sur les jeux dont je suis l'auteur, on va dire 90% des parties auxquelles je joue sont aussi des parties où moi je teste des idées que j'ai envie de développer dans le jeu. Donc c'est vrai que j'ai toujours un peu le rôle de meneur de jeu. Quand je joue en tant que joueur, c'est jamais sur mes propres jeux.
C'est un principe ou ça c'est pas... C'est plus un hasard, enfin un hasard, c'est pas le terme, mais c'est plus ça se goupille comme ça. Maintenant, si voilà, Ghislain qui est un habitué, si un jour Ghislain tu veux être le meneur de jeu, Très bon scénario. je serais ravi d'être joueur à ta table, ça me changera. Moi je pense que ça pourrait... Je pense, Là, je suis d'accord, voir là, les choses de l'autre bord, je pense que ça serait très intéressant également. Moi j'ai une question en tant que programmateur aussi, c'est que je constate que le jeu de rôle c'est une activité qui se montre, c'est-à-dire que la pratique du jeu, le fait de rentrer dans l'histoire et de jouer se montre sur des plateformes, on peut le faire en public. Par exemple, tu as eu une émission roleplay sur No Life un certain temps, vous avez une chaîne ensemble avec Ghislain Morel. Oui, je participe à sa chaîne. C'est roleplay, mais dans une nouvelle incarnation, du coup. Et on joue justement à la bannière de la liberté. C'est ça. J'imagine que les joueurs ont leur rituel quand ils se retrouvent pour jouer. Ici, on a proposé un lieu particulier pour la partie d'hier soir. Je pensais aussi que pour ta présentation, cette pièce un peu miteuse qui peut évoquer une sorte de base désaffectée sur un astéroïde, comme on en voit des images dans la bannière de la liberté. Finalement, quelles sont les bonnes conditions pour rentrer dans une histoire, en fonction peut-être du genre, de l'esprit des jeux? Quels sont pour toi les critères d'une bonne table pour jouer? À la fois le cadre, à la fois les personnes, l'attitude, etc. Oh, c'est vaste question. Juste par rapport à la bannière de la liberté. Moi, j'ai tendance à pas trop accorder de. Je sais qu'il y a des meneurs de jeu qui vont prévoir vraiment une playlist hyper précise en se disant voilà, s'il y a une scène d'action, ça va être tel morceau à tel moment, voilà, qui vont être très presque des DJ de la partie. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, j'ai tendance à mettre j'ai une playlist qui fait 3 heures, c'est de la musique d'ambiance et dans le fond, voilà. J'aime bien avoir de la musique en fond quand même, mais j'ai pas envie de choisir les morceaux super précisément pour coller à des moments très précis. Il y a des gens qui vont préparer beaucoup de plans, d'aides de jeu. Alors, vous trouvez un article de journal et voici l'article de journal que vous venez de trouver, que j'ai écrit et imprimé sur du vieux papier pour faire genre. Là aussi, c'est plus une question de temps parce que tout ça, il faut le préparer et c'est pas évident. Oui, il peut y avoir une petite théâtralité avec des accessoires. Il y a toutes sortes de parties, de manières de jouer. Ce que je trouve le plus confortable, en tout cas là où je trouve que je fais mon meilleur travail en tant que meneur de jeu, c'est vraiment quand on a le temps de pouvoir se poser, d'être un peu tranquille, de pouvoir se dire voilà, on va manger des chips et jouer tranquillement comme ça. Ce qui est le plus difficile, je pense, c'est vraiment de jouer avec une table où on ne connaît pas vraiment les joueurs, on ne sait pas quel est leur niveau d'expérience, quel est leur niveau de familiarité avec ce type d'univers, avec ce type de jeu, sur un délai hyper court. Voilà, c'est là où c'est vraiment un challenge. Donc, par exemple, hier soir, c'était aussi un challenge pour ça. Le cadre était super. À la fin, les feuilles étaient un peu poisseuses à cause de l'humidité, mais malgré tout, je trouve que le cadre était quand même chouette. On voyait la Voie lactée au-dessus et tout, c'était super. Et donc voilà, pour moi, là où j'en retire le plus de plaisir, et j'ai le sentiment que les gens ont vraiment l'occasion de s'investir et tout, c'est quand on peut être un peu posé finalement. Mais effectivement, il y a des gens qui sont très très forts pour le côté performance, théâtral. Voilà, il y a une série ce qu'on appelle l'actual play, donc les parties filmées aux États-Unis. Il y a un groupe qui s'appelle Critical Role qui est devenu énorme en termes de popularité. Eux, ils sont tous extraordinaires en tant que joueurs, en tant que meneurs de jeu. Leur métier dans la vraie vie, c'est aussi comédien. Donc, du coup, ça aide. Mais il n'empêche qu'ils racontent des histoires formidables avec leurs personnages et ils font les voix, les accents, tout, la totale. Donc, forcément, eux, en vidéo, ça marche du tonnerre. Et ils l'ont même fait en live. Ils ont rempli des stades en Angleterre il y a 10 000 personnes qui sont là pour assister à une partie de jeu de rôle de 3 heures. Moi, je suis rôliste et je trouve que
c'est particulier quand même de regarder d'autres gens jouer quoi aussi longtemps comme ça, mais non, ils ont cette parce que ce sont des performers, parce que ce sont des comédiens et même s'ils sont dans l'impro et dans la création de l'histoire comme ça, bah, ils ont quand même ce background théâtral qui je pense aide beaucoup à avoir ce niveau, on va dire, de qualité. Surtout dans le jeu de rôle, il y a rôle et rôle. Tout de suite, ça évoque aussi les acteurs. Donc voilà, moi je pense que si on me demandait de faire jouer à des inconnus, entre guillemets, des gens dont je connais pas le niveau, à qui j'ai jamais joué, et devant un public, je l'ai fait par exemple au Japan Tour Festival il y a quelques années, en plus dans un hall de convention où on sait jamais à quel moment il va y avoir un concert de taiko juste derrière. Ça c'est compliqué et voilà. Moi je m'inquiète toujours un petit peu de me dire est-ce que les gens s'amusent, est-ce qu'ils sont pas un peu paumés, voilà. Et j'ai conscience que c'est parfois un peu le cas. Donc même en tant que meneur de jeu, c'est pas les expériences que je préfère nécessairement. C'est toujours très intéressant. On apprend beaucoup par contre. Après coup, moi je fais un peu mon débrief, mon post-mortem où je me dis là, j'ai pas été bon là-dessus, il faut que j'améliore ça la prochaine fois. Qui sont pas forcément des questions que je vais me poser quand je retrouve des amis avec qui je suis habitué de jouer autour de la table, avec les chips, avec le coca, avec ce qu'on veut, et où on peut être un peu plus relax, et puis on s'autocritique un peu moins du coup aussi. Oui. Moi, j'aimerais bien que tu puisses faire un comparatif avec, par exemple, la partie qui s'est tenue hier et les parties qu'on fait à Halloween, que tu expliques un peu le principe, parce que pour le coup, c'est pas organisé de la même façon. Ok. Alors, voilà. Donc, depuis qu'on a tous des vies d'adultes et qu'on n'a pas forcément le temps de se retrouver pour jouer en personne autour de la table, une idée que j'ai eue il y a quelques années, c'était de dire, au moins une fois par an, j'ai envie de réunir des gens pour faire une partie de jeu de rôle sur un après-midi, une journée, et que ça soit vraiment un rendez-vous qu'on se bloque et on sait, voilà, c'est peut-être une seule fois dans l'année, mais ce jour-là, on va se retrouver, on va faire du jeu de rôle. Et du coup, c'est Halloween. Et ça fait quoi, 5 ans maintenant que à Halloween, je book une salle. Alors, ça va être un truc, par exemple, de coworking, d'une salle de réunion que je vais booker la journée dans le centre de Paris pour que ça soit un peu accessible à tout le monde. Nous, voilà, on habite au 6e étage sans ascenseur, donc quand on dit aux gens ça te dit pas de venir à la maison faire une partie de jeu de rôle, bizarrement il y en a qui disent ouh. Donc de dire voilà, c'est une salle, c'est sur la ligne 1 du métro et il y a un ascenseur et il y a la machine à café qui est incluse. Bizarrement c'est plus facile de trouver des joueurs disponibles. Et donc, mais là, l'idée, c'est de dire, c'est une partie totalement un one shot, comme on dit, donc une partie complètement fermée, enfin, qui n'est pas appelée à avoir de suite. Et ce qui se prête aussi bien au thème d'Halloween, parce qu'en général, on va être un thème un peu horrifique, où les personnages des joueurs ne sont pas garantis de survivre à l'aventure. Et donc, voilà, là, c'est effectivement quelque chose que j'aime beaucoup faire. Déjà, d'une part, parce que c'est souvent l'occasion de réunir des amis pour jouer, qu'on n'a plus trop le temps de voir, et qui vont parfois venir de loin, en se disant « Ah, bah, sachant que ce jour-là, on joue, je vais venir sur Paris pour qu'on puisse jouer et tout ça. » Donc, il y a ce côté, cette occasion un peu spéciale. Ça va être sur un jeu auquel j'ai souvent pas l'habitude de jouer ou pas souvent. Et avec ce côté aussi, puisque c'est un one-shot, j'ai pas à me dire, il faut que je fasse en sorte que les joueurs quand même survivent à l'aventure pour qu'on puisse continuer. J'ai tendance à être un meneur de jeu gentil, dans le sens j'ai pas envie de... Il y a des meneurs de jeu qui aiment bien tuer les joueurs de manière un peu sadique. Ah, tu n'avais pas vu, il y a un piège, et hop, le piège te décapite. Moi, c'est pas du tout mon délire. Mais du coup, des fois, quand même, là j'aurais dû mourir, t'aurais pu être plus méchant. Et tout. Sur la partie d'Halloween, pour le coup, c'est pas de chance, tu es seul avec l'alien dans la pièce, voilà. Tu tires, on a fait une partie justement Alien, je pense que c'est la première fois dans ma carrière, entre guillemets, de meneur de jeu, donc le jeu officiel Alien,
le scénario, on va dire, d'introduction est vraiment, c'est vraiment de reconstituer l'ambiance des films. Et c'est la première fois dans ma carrière qu'aucun des joueurs n'a survécu. Ils ont trouvé le moyen, au moment d'entrer dans la navette pour s'échapper du vaisseau qui était sur le point de s'autodétruire, il y en a un qui a sorti un flingue en se disant non, je serai le seul à partir de la navette, et puis ils se sont entretués. Moi j'étais là, je suis là. Et le compte à rebours se termine et le vaisseau explose. Mais c'était parfait, on était dans le thème. Et donc voilà, donc les parties d'Halloween, effectivement, c'est quelque chose que je trouve assez amusant, et du coup, une tradition, chaque année, je me dis, qu'est-ce qu'on va jouer? Voilà, cette année, par exemple, ça sera dans l'univers de Hellboy, donc ça va être encore quelque chose d'un peu différent, et donc oui, voilà. Mais du coup, sur certaines parties, tu as aussi fait un travail préliminaire pour trouver un lieu en rapport avec les thématiques. L'année dernière, c'était du Fallout. Oui, pas tous les ans, mais quand je peux, effectivement, si je peux trouver un lieu qui soit un peu dans le thème, y aller. Donc effectivement, l'année dernière, on a fait une partie pour Halloween qui était dans Fallout, donc un univers post-apocalyptique. Et j'avais trouvé à Paris un bar qui s'appelle le Atomic Cat, qui est décoré comme un bunker justement nucléaire. Donc voilà, c'était le cadre idéal pour mettre les joueurs dans l'ambiance. Mais voilà, ça, malheureusement, on ne trouve pas forcément de cadre parfait. Parfois, juste avoir une salle confortable, centrale et avec une machine à café accessible H24, c'est tout ce dont les joueurs ont besoin pour être dans de bonnes conditions pour jouer. Double question. Tu disais que des fois tu pratiques le jeu de rôle en bon joueur aussi. Et est-ce que, déjà, quels sont les univers dans lesquels tu préfères jouer? Est-ce que tu as une série de prédilections? Et est-ce que tu as un ou plusieurs personnages que tu as fait vivre depuis longtemps et qui, voilà, sur des quêtes justement, qui durent depuis très longtemps, des campagnes? Alors, en tant que joueur, je joue trop rarement, en fait, en tant que pur joueur, pour avoir vraiment eu l'occasion, moi, de mon côté, d'être un personnage sur une campagne assez longue. On avait une campagne de Donjons et Dragons 5e édition, voilà, où je jouais un barde qui était, on va dire, un peu paumé. et c'était très fun, j'aimais beaucoup jouer ce personnage. Malheureusement, notre meneur de jeu a dû arrêter parce qu'il a eu des problèmes de santé. Et ensuite, le Covid est arrivé et il est allé s'installer à la campagne. Et malheureusement, voilà, un petit peu loin, pour qu'on puisse continuer cette aventure. Mais c'est sûrement le personnage que j'ai joué le plus longtemps. Après, moi, je suis... Il y a des jeux que j'adore, mais vraiment en tant que meneur de jeu, parce que j'adore l'univers, j'adore les couches intéressantes qui sont allées dans le world building, comme Hearthstone, par exemple, auquel on jouait donc dans Roleplay sur No Life. Shadowrun, qui est aussi un autre jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Mais en tant que joueur, moi, vraiment, j'ai pas de... Je suis toujours partant en fait pour découvrir un nouvel univers, un nouveau jeu, voir un petit peu comment ça marche. Donc j'ai pas vraiment de jeu très arrêté comme ça. Je sais qu'il y a des joueurs où en particulier les Américains bizarrement ou pas, parce que Donjons et Dragons était le premier jeu de rôle sorti dans le commerce aux États-Unis. D&D, c'est synonyme de jeu de rôle en fait. Donc ils vont pas dire on va faire du jeu de rôle ce week-end, ils vont dire on va jouer à D&D, même si en fait ils jouent à un autre jeu. Et il y a un certain nombre de joueurs, notamment américains, où si tu leur proposes un autre jeu que D&D, ils vont dire ah non, moi je joue que à D&D. Donc voilà, moi pour le coup, en France c'est moins le cas. En France parce que je pense, comme D&D a mis du temps justement à sortir en français, ça a laissé de l'espace pour qu'il y ait une scène française de création qui se développe avec d'autres jeux, d'autres règles, d'autres styles. Et donc, culturellement, on est un peu plus ouvert, je pense, à des systèmes différents. Mais voilà, on peut quand même tomber sur des joueurs qui disent « Ah non, moi, si c'est pas les règles de D&D, j'ai pas envie d'apprendre de nouvelles règles, donc si c'est pas les règles de Donjons et Dragons, je joue pas, quoi. » Je trouve ça un peu dommage, personnellement, mais bon. J'ai une question un peu dans cette continuité-là, justement, sur les règles donc, de la bannière de la liberté. Comment est-ce que tu es arrivé à ces règles-là
Est-ce que tu es parti d'un système déjà existant? Est-ce que tu as eu un mélange d'inspiration? Comment t'en es arrivé là, quoi? Alors, donc c'est des règles que j'ai créées à la base pour mon premier jeu, donc qui était Lore and Legacy. Et Lore and Legacy, les règles doivent beaucoup en fait justement à Hearthstone, dans le sens où on va dire une des inspirations premières ou une des choses que j'essayais de faire, c'était des choses qui avaient fini par me frustrer sur Hearthstone en tant que meneur de jeu après des années à pratiquer ce jeu. Et que je me suis dit, là je fais mes propres règles, justement je vais proposer autre chose. Donc il y a des choses qui fonctionnent un peu de manière similaire, notamment la gestion des résistances physiques, mentales, tout ça. Mais une des choses par exemple qui me frustrait beaucoup dans Hearthstone, c'est soit on lance les dés, c'est soit une réussite, soit un échec. Et donc on peut se trouver parfois dans des situations où il y a un combat, où tu attaques l'ennemi, échec, il se passe rien. L'ennemi attaque, échec, il se passe rien. Tu rattaques l'ennemi, échec, il se passe rien. Voilà. Et donc, une chose que j'ai mis dans mon système, c'est les réussites partielles. De dire, si tu as fait quand même au moins la moitié de la difficulté de l'action, tu vas quand même infliger quelques dégâts. Donc, voilà, on avance quand même. Voilà, on va pas passer 2 heures où personne n'arrive à faire quoi que ce soit. On va quand même arriver un petit peu. Donc ça, voilà, ça c'est typiquement quelque chose qui est né, on va dire, de cette frustration-là. Et une autre grosse inspiration, en fait, il y avait un jeu qui est maintenant un peu considéré comme un peu daté. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient envie de déterrer ce jeu aujourd'hui, mais qui s'appelait GURPS. Et GURPS, donc c'est le Generic Universal Role Playing System. C'était une tentative dans les années 80 de créer un système de jeu qui puisse marcher sur tous les univers. La manière dont ils faisaient ça dans GURPS, c'était d'avoir des sortes de... Il y avait les règles un peu, le tronc des règles centrales, et venait s'y greffer tout un tas d'éléments qu'ils appelaient les quirks, donc les traits. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai appelé ça dans la Banane à la Liberté ou dans Lore and Legacy, qui étaient des petits éléments de règles qu'on venait greffer au personnage pour le typer plus SF, plus fantasy. Et ce système de quirks, donc de traits, avec des avantages, des choses comme ça, c'est quelque chose que moi je trouvais vraiment sympa et qui permet de typer un personnage et de lui donner des choses immédiatement utilisables par le joueur en termes de qu'est-ce qui rend mon personnage un peu unique. Donc par exemple dans la partie d'hier, voilà, le personnage de Lucille Moore, elle a le trait As. Qui veut dire que dès qu'elle fait une action de pilotage, elle a automatiquement un dé de fortune dessus. Et ça, c'est quelque chose que ce personnage a, mais que les autres personnages à la table n'avaient pas, par exemple. On peut avoir un personnage qui va avoir un trait négatif, genre des angoisses. Sur la partie qu'on a donc sur YouTube, une des joueuses, son personnage a des angoisses terribles dès qu'elle se retrouve dans le silence. C'est lié au fait que voilà, son personnage a connu des événements assez traumatisants dans son enfance, et donc elle est tout le temps à se dire, dans le vaisseau, faut qu'il y ait de la musique, faut qu'il y ait machin, parce que sinon elle commence à stresser. Et dans le processus de création, c'est quelque chose où si tu prends un trait comme ça négatif, ça va te redonner des points pour acheter quelque chose de positif. Donc si tu veux faire un personnage qui va être très très fort, tu vas devoir contrebalancer en lui prenant quelques tares bien senties qui seront amusantes à jouer. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment un aspect, on va dire, du design qui vient de GURPS, dans le sens où je trouvais que c'était vraiment une très très bonne idée. Et donc j'ai utilisé ça en moins poussé, parce que du coup, comme GURPS essayait de tout faire, et le café et le thé à la fin, du coup la liste de quirks dans GURPS, elle fait... ils ont sorti 150 livres qui rajoutent des options supplémentaires pour que tu puisses vraiment tout faire, tout ce que tu veux. Moi, évidemment, ma philosophie, c'est plus de dire, voilà le livre de règles, dedans, vous trouverez tout pour jouer 10 ans, si vous voulez, vous avez besoin de rien acheter d'autre, à part des dés. Donc évidemment, voilà, il y a quand même un peu moins d'options, mais la philosophie de design, en tout cas, doit beaucoup à GURPS là-dessus. Et je dirais que les dés de fortune et d'adversité, même s'ils fonctionnent un peu différemment, viennent justement de ces parties de Donjons et Dragons 5 avec le système d'avantages, désavantages, où je trouvais ça sympa de dire
parce que la situation s'y prête ou pour te récompenser d'avoir pensé à un truc un peu original et tout, tu vas être récompensé par un dé supplémentaire sur ton action. Donc même si voilà, la mécanique est légèrement différente dans mes jeux, l'idée, le concept vient vraiment de Donjons et Dragons 5e édition. Oui, j'avais une autre question en lien avec la thématique du festival. Alors, plusieurs questions imbriquées les unes dans les autres, mais qui est vraiment le héros ou l'héroïne dans une partie? Est-ce que c'est le meneur du jeu? Est-ce que c'est tout le monde, personne, vu que ça peut être fluctuant? Et finalement, est-ce que le terme est adapté pour par exemple, de ce que j'ai pu voir, c'est plutôt un collectif, mais qui pourrait se disloquer aussi. Ça pose une question du néophyte. Donc, qu'est-ce que c'est un héros ou une héroïne, en fait, par rapport à un personnage, un rôle C'est je pense, voilà, en termes purement de protagonistes, les protagonistes de la partie de jeu de rôle, ce sont toutes les personnes autour de la table, finalement. Parce que c'est ensemble, meneurs de jeu compris, qu'on va aller quelque part, où, on ne sait pas, mais on y va. Par contre, en termes de héros, et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que parfois, voilà, il y a eu ce cas de figure à la fin qui a été, j'ai vu, immortalisé en vidéo sur Instagram, où à la fin de la partie d'hier, ouais, bon, leur duel honorable, on s'en moque, je prends mon flingue et je tire dans le dos du mec, parce qu'après tout, voilà, l'honneur, rien à faire. Et ça, c'est aussi les joueurs. Des fois, les joueurs n'ont pas envie d'être des héros, en vrai. Hein, et on a beaucoup, il y a beaucoup de situations en jeu de rôle, en particulier sur les jeux de fantasy, où il y a un petit côté prends l'argent et tire-toi, où on est des aventuriers, où ce village est en danger, en fait, moi je vais juste plutôt détrousser la personne et puis on va se barrer, on va pas aider ces gens. Enfin, des fois, on a des joueurs qui sont comme ça, peut-être parce qu'ils sont très sympas dans la vraie vie. Quand ils sont dans le jeu de rôle, ils se disent, là, je vais jouer vraiment une ordure. Donc voilà, même la notion de héros, elle dépend vraiment des joueurs. Avez-vous envie d'être des héros, plutôt des anti-héros, ou plutôt des brigands avec une bonne réputation? C'est un petit peu le choix qui est laissé finalement à la table. Après, une chose qui, je pense, se développe beaucoup plus aujourd'hui, en tout cas qui est beaucoup plus explicité aujourd'hui, c'est le concept de ce qu'on va appeler la session 0, où, en particulier quand on va jouer avec une table régulière, avec des joueurs qu'on va retrouver sur plusieurs sessions, on va se dire, la première session, on va se retrouver et puis un peu discuter de ce qu'on a envie de faire, parce que tu parlais de disloquer une partie ou une table, ça peut se produire si, par exemple, il y a des joueurs qui étaient vraiment partis dans l'optique, on va défendre la veuve et l'orphelin, et puis les autres joueurs sont en mode non, moi je vais tuer tout ce qui bouge, et ils en ont pas parlé avant, et ils sont pas d'accord, et le meneur de jeu c'est un peu jongler avec ça, et là c'est typiquement où il y a des joueurs qui vont dire non, en fait cette partie, je sais pas, ça m'amuse pas, je m'en vais, quoi. Et bizarrement, se parler aide à résoudre beaucoup de ces problèmes, se parler avant, se dire voilà, est-ce que vous avez envie d'être plus héroïque ou plus moralement ambigu, qu'est-ce qui vous amuserait à la table? Et le fait de se parler, de se dire un petit peu voilà, moi les scénarios où on assassine les gens, franchement ça me saoule, je viens pas jouer pour faire ça, voilà, si le joueur a l'occasion d'exprimer ça avant, c'est quand même mieux. Donc aujourd'hui, et moi dans mes règles je le mets aussi au début du livre, faites une session 0, retrouvez-vous une première fois autour de la table, parlez un petit peu de ce que vous avez envie de jouer, y compris le meneur de jeu d'ailleurs, parce que le meneur de jeu peut aussi se dire, moi j'étais parti dans l'idée qu'on allait faire des trucs super héroïques, ça allait être Tolkien, le Seigneur des Anneaux, tout ça, et puis en face j'ai je sais pas, Donnie Brasco, quoi. C'est pas la même ambiance. Et donc voilà. Oui, tout à l'heure tu as fait une généalogie passionnante, littérature, cinéma, animation, bande dessinée, l'opéra, ça te parle? Alors un petit peu, je suis pas du tout un expert, mais bon, on dit Space Opera. Je sais que par exemple, Leiji Matsumoto, justement le créateur de Albator, est un grand fan de musique classique et une grosse inspiration, c'est tout le cycle du Ring de Wagner, c'est quelque chose qui
dans lequel il a un peu pioché ici et là. Et à un moment donné, il a même fait une adaptation un peu bancale, mais on va dire bel effort, de réinterpréter justement l'anneau des Nibelungen, mais avec Albator en personnage central qui va affronter les dieux du Valhalla et tout. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une inspiration qu'il a lui dans ses œuvres. Oui, je pensais à ça, mais aussi Stockhausen, Licht, il y a un immense opéra de 29 heures et qui se passe dans des univers comme ça, un peu proches. Ouais, je pense que l'inspiration est bonne à prendre de toute façon. Mais il me semble qu'il y avait peut-être une question dans le fond. Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'il y a une chance de remplacer les éditeurs par quelque chose d'autre, par, je sais pas, une association ou un marché qui marche différemment? Alors, dans le jeu vidéo, spécifiquement, c'est compliqué dans le sens où on va avoir souvent soit des indépendants qui sont très petits, mais pour le type de jeu vidéo, ce qu'on appelle le AA, AAA, on parle de budget qui se compte en dizaines de millions, voire centaines de millions maintenant, de dollars. Et donc, s'il n'y a pas un financier derrière, un éditeur, quelqu'un qui a les moyens de financer un projet de cette envergure, en général, c'est pas les studios de développement qui ont accès à ces budgets-là, quoi. Et toi-même, tu n'as pas envie de changer en éditeur, peut-être, parce que... Si je gagne à l'euro million... Il paraît que les éditeurs sont toujours libres, mais... Je me suis toujours dit que si un jour je gagnais la grosse somme d'argent au loto ou à l'euro million, je m'en servirais pour financer les projets de mes amis développeurs de jeux qui galèrent à trouver du financement. Et je serais l'espèce de business angel. C'est vraiment une question d'avoir l'argent soi-même, ou est-ce qu'il n'y a pas une chance de convaincre une entité, je sais pas, je suis dilettant, mais c'est la même chose pour le marché de l'édition, pour l'imprimerie, pour la poésie qui ne marche pas. C'est pas une chose qui... Ce qui a été un vrai appel d'air, j'ai envie de dire, pour beaucoup de projets, il y a une dizaine d'années maintenant, c'est le financement participatif, donc des plateformes comme Kickstarter, où il y a des projets qui justement ne trouvaient pas d'éditeurs, les éditeurs ne voulaient pas prendre le risque sur ces projets, et ces projets sont allés sur Kickstarter, on dit bah nous on aurait besoin de un demi-million pour faire ce jeu, et des particuliers venaient en disant bah moi je mets 10 euros, moi je mets 30 euros, et ce financement participatif a permis comme ça à des projets de voir le jour. Il y a eu des abus aussi, des projets. Voilà, le financement participatif, c'est pas une précommande, hein, c'est-à-dire que des fois, le projet, malgré toute la bonne volonté, il n'arrive pas à terme. Ça, parfois, les gens ont du mal à l'accepter. Mais j'ai mis 50 euros pour que ce projet se fasse, et maintenant il se fait pas. Rendez-moi l'argent. Bah oui, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Mais en tout cas, ça a beaucoup aidé à l'émergence aussi d'une scène indépendante qui pouvait se permettre des projets un petit peu plus ambitieux. Et maintenant, on a par contre le travers inverse, c'est qu'on a des éditeurs qui vont dire aux studios de développement, et ça c'est une situation où j'ai pas mal de collègues dans l'industrie qui ont leur propre studio et qui se heurtent à ça, c'est qu'ils ont un projet qui aurait besoin des fonds d'un éditeur traditionnel vu son ambition, et l'éditeur traditionnel dit d'abord faites un Kickstarter, et si vous arrivez à lever un demi-million, ça montrera que le public est là et on mettra le reste. Et du coup on retombe un peu dans des travers. Je trouve que ça dévoie la raison d'être de ces plateformes. Et en tout cas, voilà, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup moi, le jeu de rôle papier aussi, c'est que je peux auto-éditer mes propres jeux. Je n'ai pas besoin d'éditeur justement. Je peux patiemment réunir un petit budget pour payer des illustrateurs et pouvoir sortir mon livre à la fin. Je fais la maquette moi-même, j'écris tout moi-même. Ensuite, je le sors et je le mets entre les mains des gens. Et ça fonctionne ou pas. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Ça rencontre, ça trouve un petit public quand même. Et c'est pour ça aussi que je disais, c'est une récréation. Avoir un peu cette liberté de créer quelque chose et de le mettre entre les mains des gens sans avoir à se dire mais d'abord il faut que j'aille convaincre le département marketing que machin ceci. Ah, ça fait du bien. Parce que des fois c'est pénible. Cela dit, tu as fait financement participatif, mais c'est pas forcément une expérience que tu feras. Je l'ai fait sur un des suppléments justement effectivement de Lorraine Legacy qui s'appelait Planète Caravane, qui était pour le coup un gros supplément de 450 pages, un gros bouquin. Où là, j'ai fait le financement participatif pour avoir le budget pour les illustrations.
Et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas en tant qu'auteur, parce que justement, ensuite je me mettais une pression de dingue vis-à-vis des gens qui avaient soutenu mon projet, qui avaient été mécènes de mon projet. Dire, je suis en retard, j'avais dit que j'allais livrer le livre à tel machin, là j'ai déjà 3 mois de retard sur la date prévue, et du coup ça me stressait encore plus, et du coup, voilà. Donc après avoir sorti le livre et l'avoir mis entre les mains des gens, je me suis dit, bon, à l'avenir, je préfère en fait, ça prendra plus de temps, mais financer moi-même mes projets, et au moins je ne mets pas la pression à ce point-là, et je fais le truc à mon rythme, et ça me va très bien en vrai. Le crowdfunding à la dernière minute. Enfin, voilà. Ou alors il faut effectivement avoir déjà tout écrit et à la fin dire et maintenant donnez-moi le budget pour les illustrations. On va clôturer l'atelier, on est obligé de tenir les horaires. Pas de problème. C'est une dernière question rapide si vous voulez. Et sinon on peut s'arrêter ici. On te remercie beaucoup Julien. Merci. Merci à vous tous, toutes et tous d'être venus et de m'avoir accueilli ici au Moulin du Chien.